La semaine dernière, on a un petit peu excité les gens qui nous font des pouces vers le bas. Il y en a 4 qui ont réagi. C'est vrai. Donc on va peut-être éviter les pouces vers le bas. Merci pour les pouces vers le haut, évidemment, merci à tous. Merci également pour les étoiles, s'il y en a quelque part sur iTunes ou d'autres plateformes de podcast. Merci à vous. Voici notre 83e épisode. « 83e épisode avec, vous l'avez peut-être déjà vu, en studio Xavier, salut Xavier, et puis à distance, mais bien présent, hello. Sébastien, qui nous a rejoint également. On a un planning un petit peu chargé, même si c'est vrai que le mois de juin, bien souvent, est un petit peu plus calme au niveau information technologique, donc vous allez voir que progressivement, de numéros d'épisode en épisode, jusqu'à la fin de cette saison, c'est-à-dire le numéro 86, je crois, on va avoir de moins en moins de news à vous proposer, mais on va prendre le temps de vous les exposer, comme ça on va faire ça à notre aise, bien évidemment. Comme d'habitude, on a le courrier des auditeurs, on a eu plein de courriers, plein de pouces, je l'ai dit, vers le haut, beaucoup vers le haut, et puis des courriers également, Brosse par exemple, qui en regard, je pense, c'était d'un hors-série consacré à Fritz, c'est ça, ouais. Qui est revenu dessus car ils sont en acheter une, donc la Fritz, on le rappelle, c'est ce routeur modem qui fait un peu tout. On vous renvoie vers ce hors-série en question. N'hésitez pas à le réécouter. Par contre, dit-il, je ne vois rien sur les forums concernant la 7490, la 7490. Apparemment, qu'il y aurait pas mal de soucis de désynchro au moindre petit souffle, branchement USB, etc., etc. Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer, Sébastien, toi qui es un usager de la Fritz ? Alors, et je ne suis pas un usager que de la Fritz, je suis un usager de la 7490. En plus. Donc, pile poil, je peux répondre. Alors, la Fritz a eu, dans un firmware, il n'y a pas tellement longtemps, énormément de problèmes de stabilité, et donc ça a fait exploser le nombre de messages sur les forums parce que on perdait la connexion, je veux dire, à tout va sur une journée. Ouais. Marc aussi, qui fait le podcast avec nous, a dû essayer de revenir en arrière parce que lui n'arrivait même plus à se connecter, c'était une catastrophe. Ils ont fait une mise à jour, ils ont corrigé ce problème avec les plus plates excuses, et la Fritz est revenue comme à son état initial chez moi, stable, j'en entends jamais parler, elle me dit rien, elle est dans mon garage, donc quand il dit des problèmes de désynchro quand tu branches de l'USB, bah oui, t'as 2 ports USB pour faire du NAS ou aller sauver tes messages de ton répondeur. J'ai une clé qui est connectée dessus, j'y touche jamais, il y a suffisamment de trucs, et pour mon NAS, j'utilise un Sino et pas la Fritz. Donc je vois pas pourquoi j'ai réconnecté des trucs en USB, mais sinon, il y a du bruit dans le garage, je passe à côté souvent, ma Fritz ne se déconnecte jamais. Petite news, alors j'en profite, pourquoi je vais aller un tout petit peu plus loin sur la Fritz. Il y a eu une annonce ce matin même, donc le jour d'enregistrement, sur une mise à jour importante de la Fritz. C'est la Fritz OS 6.5 qui rajoute une série de fonctionnalités, mais surtout un gros revamp de l'interface, parce que l'interface, même si pour moi je trouve que pour un modem ça reste une des meilleures interfaces, les plus clean en tout cas, eh bien ils ont revu un peu le layout, parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir quelques années. Layout qui ici est plus moderne et responsif, donc on peut y aller avec sa tablette et son smartphone, ce qui n'était pas le cas avant, donc ils ont vraiment poussé un peu là-dessus, et ce qu'ils font en plus, c'est que maintenant ils ont aussi tout ce qui, ils commencent à attacher des autres périphériques, donc, comme par exemple tout ce qui est domotique. C'est un mouvement qui frétillait un petit peu déjà chez eux depuis quelques temps, quand ils lançaient des téléphones, des trucs pour du CPL, et maintenant ils prennent des partenariats avec une société pour faire pour des vannes thermostatiques pour gérer ton chauffage. Donc, tu vois qu'ils essayent de replacer la Fritz au centre d'un petit truc domotique, un petit hub domotique. Et vu la qualité en général de ce que font la Fritz, je tends à espérer qu'en tout cas tout leur connexion via tous ces trucs domotiques sont pas mal, mais justement ici, c'est comme on a Xavier en l'occurrence en studio, lui a peut-être son avis sur ce qu'il en est dans le... Alors je t'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion d'examiner la solution en soi, mais si je me trompe pas, ils utilisent la technologie DECT,
Donc c'est les ondes, donc on est en ondes sans fil également. Bon, petit... Moi, clairement, je suis dans une position un peu délicate puisque je travaille pour une société qui a développé un système de gestion de chauffage également. Qui lui est en Wi-Fi. Non. Par ondes radio, on utilise un protocole qui s'appelle le N-Ocean, qui est réputé pour sa très faible consommation d'énergie et aussi qui a un niveau d'émission qui est nettement moins inférieur au DECT. Donc, je pense que ce produit peut intéresser certaines personnes qui ont des notions en informatique un petit peu. Il faut pouvoir développer eux-mêmes configurer la fritz, etc. Et qui ne sont pas sensibles aux ondes. Parce que clairement, le DECT est un signal qui a un niveau d'émission clairement supérieur, même encore, si je ne me trompe pas, même au GSM. Donc le DECT, c'est vraiment une des technologies sans fil qui est la moins... C'est un argument, c'est après, à vérifier, parce que j'ai vu le nom DECT dans la solution, à vérifier qu'ils utilisent bien ce protocole-là, donc c'est sous réserve de vérification. Oui, bien sûr. Xavier a raison, ils utilisent du DECT ici en l'occurrence, et sur le DECT, contrairement au GSM, le DECT est toujours en communication avec sa base. Donc il émet tout le temps que ton téléphone, lui, il a plutôt tendance à se mettre... Donc il y a un rayonnement permanent dans la zone de l'émission. Il y aura un niveau d'émission qui sera sans doute à peu près presque 1 million de fois supérieur aux ondes que nous utilisons en N-Ocean, et l'autonomie des piles sera certainement moins élevée aussi, puisque le protocole est plus gourmand. J'avais clôturé là-dessus sur la fritz, c'est que la fritz fait ça ils vont en mettre ça sur plusieurs modèles, y compris sur la 7490, mais sur la 5490, la 4020 et la 6840. Et 6820 même. Mais il y a d'autres modèles qui vont suivre après. Et ce que ne pouvait pas faire Fritz, c'est attaquer une autre radio, parce que dans leur modem, ils n'ont pas autre chose que du DECT et du Wi-Fi. Donc ils n'avaient pas le choix pour le faire. Peut-être que sur les prochaines Fritz, ils vont se décider, mais comme ici, ils voulaient tous leurs anciens appareils, pour avoir un plus grand marché, ils devaient se mettre vers ce genre de technologie. Donc voilà, c'est peut-être un mauvais choix, mais c'est un choix. Juste pour la parenthèse, au sujet du DECT, justement, Fritz a un Fritz Phone, que l'on présentera dans un hors-série prochainement d'ailleurs. Il y a pas peu de choses à en dire, parce que finalement, il y a rien qui ressemble plus à un téléphone que notre téléphone, mais bon, peut-être que là, il y aura des petites choses à en dire en supplément. Tu avais un truc à rajouter. Ceci dit, ça confirme vraiment la tendance de ces box qui commencent à gérer un petit peu tout. On voit de plus en plus, surtout chez nos amis français, des box qui font un ensemble, donc qui fournissent l'accès Internet, mais qui fournissent des solutions domotiques. Évidemment, c'est le genre de partenariat qui va se mettre de plus en plus en place. Et notamment, nous, on a déjà approché certains fournisseurs pour des solutions de fournisseurs d'accès Internet. Donc c'est évident. Il y a aussi des solutions qui sont jumelées avec des sites comme IFTTT, par exemple, IFTNDAT, qui, on le voit de plus en plus. Ils ont des partenariats en domotique également pour faire des déclencheurs. Disons que ça a du sens aussi, parce que comme ils introduisent déjà du matériel, inévitablement, si on veut fournir un accès Internet, on a besoin encore d'un modem. Ce modem a des capacités qui maintenant évoluent de plus en plus. On met du logiciel dessus et rien n'empêche de faire évoluer ce matériel pour gérer d'autres choses. Nous avions commis il y a quelques temps maintenant, c'était l'été dernier, presque un an maintenant déjà, des hors-séries consacrées à la domotique. Je vous renvoie à cette playlist. Il y a une playlist YouTube, mais vous le retrouverez facilement également dans les différents flux de hors-séries sur iTunes ou autres. C'était avec Patrick, on avait fait ça. On avait fait toute une série de hors-séries consacrées à la domotique, et il y en avait d'ailleurs un consacré justement aux différents protocoles existants, parce qu'il y a plein de choses à faire. Si vous êtes un peu bricoleur, un peu, disons, bricoleur averti, il y a moyen de se faire des chouettes trucs dans ce genre de domaine. Vous savez bien que c'est un truc qu'on aime bien, nous aussi. Donc, c'est certainement des sujets sur lesquels on reviendra, peut-être plus cette saison, mais la saison prochaine, sur la domotique et les petits outils qu'on peut se fabriquer soi-même ou qu'on trouve sur le marché, tout simplement. On en a terminé, je pense, avec l'histoire, l'aspect Fritz. C'était une grosse parenthèse avant de commencer ce 83e numéro. Il y avait d'autres courriers également. On en a reçu un, entre autres, de notre ami breton qui fait toujours son jogging, enfin l'un de ceux en tout cas qui fait son jogging en nous écoutant. Et nous avons
et ça c'est tatatam roulement de tambour, nous avons une fille parmi les auditrices, puisque Safi nous écoute également. J'ai pas les noms en tête ni sous les yeux pour l'instant. Est-ce que c'est une blonde à la grosse poitrine? S'il te plaît, c'est la fille d'un de nos auditeurs. Pardon. Ne fais pas ton macho, s'il te plaît, on est écouté par une fille. Donc si vous êtes fille... On accepte les photos sur la page Facebook. Par exemple, voilà. Si vous êtes fille, ne fouillez pas, c'est pour vous aussi que nous faisons tout cela. N'empêche si elle est blonde. C'est bon. Et attendez avant d'arriver à la lettre W, évidemment, comme toujours, parce que là, c'est là que ça se corse en général. Bon, allez, on n'a pas fini, c'est pas le tout. On commence, justement, avec la lettre A. Tiens, une fois, A comme Asus. Sébastien. Ça va bien avec le sujet précédent. Zenbo, ça va bien. Zenbo, le robot qui fait enfin le café. De quoi s'agit-il? C'est Asus qui fait ça, Zenbo. Oui. C'est un petit robot qui est encore vraiment aux prémices du truc, mais Asus même, oui. Nous avait sorti, il était dans les tout premiers à sortir les netbooks, si tu te souviens, à l'époque. Et donc, ils avaient sorti ce truc, et tous les constructeurs ont suivi parce que ça a été un énorme succès. Donc, Asus, même si c'est pas un constructeur de, je vais pas dire de premier plan, parce que c'est quand même un gros constructeur, mais c'est pas le plus connu du grand public, il faut toujours le surveiller parce qu'il sort des trucs assez intéressants. Et donc, ici, il a fait nouveau téléphone, nouveau laptop et compagnie, donc ça, on vous passe tous les détails, mais il a sorti son petit robot Zenbo. Et son petit robot Zenbo, c'est un petit robot avec un écran tactile, tout mignon, tout gentil. J'ai l'impression qu'ils ont racheté les pieds des iMac d'il y a quelques années. Mais c'est rond, c'est mignon, tu vois. Ouais. C'est un peu le style Wall-E. Hein. C'est ça, c'est un peu Wall-E, lequel ils ont limé un peu pour que ce soit arrondi. Et ce robot, faut pas se faire d'illusions, il fait pas le café aujourd'hui parce qu'il a pas de bras. C'est con, hein. Pas de bras, pas de chocolat. mais ce truc se déplace, apparemment en tout cas, hein, et fait permet des interactions. Donc tu peux lui parler, il va te répondre, et il a une connexion internet. Alors ce qui est intéressant sur le robot, surtout pour les bidouilleurs comme nous, parce que si c'était juste un robot qui parle, bon bah ok, on achète l'Amazon Echo ou un truc comme ça, hein, on n'a pas besoin d'un truc qui bouge pour pouvoir dialoguer et être un peu intelligent. Mais ce qui est très amusant, c'est que donc il y a un SDK qui sera disponible pour pouvoir aller bidouiller toi-même dans le robot. Donc pour pouvoir essayer de faire des tâches peut-être un peu plus complexes qu'il ne ferait pas de base. Et ça, effectivement, bon, c'est le début c'est la suite de ceux qui s'amusent avec la domotique. Une fois qu'il y a des trucs que tu sauras pas automatiser parce que c'est pas possible, et donc là, tu auras toujours besoin d'un humain. Ou peut-être du robot, mais pour ça il va lui falloir des bras pour pouvoir faire la même chose que toi. Donc l'énorme avantage, et ce que fait Asus ici aussi, c'est qu'il casse le prix vraiment énormément sur ce truc, vu que c'est seulement $599. C'est pas encore en vente, mais $600 pour un petit robot, aujourd'hui c'est pas cher quand même. Non, mais il ne vole pas. D'autant que si je me trompe pas, il y a une caméra embarquée, donc il peut faire webcam, et l'écran, enfin le visage est tactile. D'accord. Tactile, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est un écran tactile. On dirait un smartphone en fait. Les fonctionnalités de base sont pas très sexy, mais je pense que ça peut évoluer. Ce qu'il ne peut pas y avoir à un moment donné, c'est drôle de le dire comme ça, mais une convergence entre les robots mécaniques, on va dire, hein, et les bots. Tels qu'on est en train de les concevoir du côté de chez Facebook, etc. Est-ce qu'on va pas faire ça finalement Oui, non, t'as raison, probablement, ou une convergence entre ça et les trucs qu'essayent de nous vendre à Amazon et Google pour avoir un peu d'intelligence dans ta maison. Donc on est aux prémices de ce que nous faisait la science-fiction il y a 20 ans, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et donc c'est assez excitant, même si ce truc est con. Hein. Oui, bien sûr. C'est d'autant plus excitant, entre guillemets, qu'on a la technologie pour faire quelque chose qui tient debout, si je puis dire. Hein. Me semble-t-il de plus en plus. Et même pour faire des bras, il y a eu un projet sur Kickstarter il n'y a pas tellement longtemps et qui te permettait avec un SDK aussi de piloter un bras. Mais c'était juste un bras, donc tu pouvais avoir une main qui faisait un truc automatisé et c'est à toi de décider ce qu'il en faisait. Mais c'était un projet qui coûtait horriblement cher. C'était de mémoire, on n'était pas loin de 2 000 € pour un bras. Et donc
voilà, il en faut vraiment un usage. Tandis que 600 €, tu peux encore être sur de l'impulsif pour dire allez, je vais jouer un peu et bon bah voilà, si j'ai perdu, j'ai perdu. Mais oui, puis si un SDK, on reste aussi maître des développements qu'on peut en faire, et donc ça devient vraiment de plus un jouet pour papa. Un jouet pour papa. Il y en a des tonnes. Hein. Je vois que Xavier regardait justement sur oui, Internet. Mais en gros, mon épouse travaille dans une école de soins de santé infirmier qui utilise un robot qui s'appelle Zora. Zora, ouais. C'est un petit robot, lui, c'est une start-up française, si je ne me trompe pas, qui a fait ça. Et il y a aussi un SDK et il y a une société belge qui a développé une solution pour rendre ce robot en fait utile dans le cadre des soins de santé. C'est ça, ouais. En fait, il remplace un petit peu le kiné qui va montrer des exercices. C'est ça, c'est un peu un coach, quoi. Voilà, les gens vont suivre les exercices qu'il fait. Mais donc, c'est aussi un robot qui peut filmer, on va pouvoir le faire parler. Donc, il y a pas mal d'interactions possibles, il y a des SDK, et donc ça montre que finalement, c'est les développeurs qui vont imaginer ce qu'on va pouvoir faire avec. Mais là, je serais tenté de dire qu'on joue sur le côté ludique de l'appareil, parce que finalement, un coach, il y a des gens, des vivants, qui peuvent aussi qui peuvent montrer des gestes. Mais là, c'est plutôt rigolo d'avoir. Moi, j'ai vu effectivement des cours comme ça qui sont donnés, où ce petit robot fait des petits gestes. C'est pour les vieilles personnes, donc c'est jamais très compliqué. Et elles trouvent ça vraiment. Ces personnes. Ils ont une espèce d'échange avec un robot. Il y a deux intérêts. Il y a le côté ludique, mais d'un autre côté, c'est pendant ce temps-là, le professionnel peut lui s'occuper de corriger les mouvements, alors qu'il y a déjà un professeur qui montre l'exercice. D'accord. Donc on fait quand même une économie de personnes entre guillemets, où on les place là où elles sont vraiment utiles, plutôt que c'est vrai que faire des gestes, sans dénigrer les coachs, soyons clairs. Attention, il n'y a pas que les petits vieux qui s'intéressent à ça. Il y a aussi les enfants. Il y a tout un intérêt pédiatrique, c'est-à-dire qu'il y avait un clown à l'époque en Belgique, je ne sais pas s'il fonctionne encore, et lui c'était pas en robot, c'était via la télé, et ce clown s'adressait aux enfants, donc c'était une image d'un clown, c'était une société liégeoise qui faisait ça. C'est ça. Et donc, tu avais vraiment un humain qui était derrière, mais l'enfant, comme il parlait, non pas un humain ici, mais un clown ou un robot, eh bien, il était plus, plus détendu et il pouvait plus facilement parler de ses problèmes qu'il n'allait pas parler à un adulte. J'ai eu l'occasion de tester cette solution parce qu'elle était évidente. En fait, c'était relativement simple, on va dire technologiquement. Enfin, il y avait de l'image qui bougeait dans l'écran, et en fait, on porte la personne qui parle, parce que c'est un humain qui est derrière, porte des écouteurs avec un micro, et quand il parle, les lèvres du clown s'agitent, et on a différentes fonctions. À l'époque, c'était comme ça, différentes fonctions sur un clavier qui permettaient d'incliner la tête, de faire un sourire, de cligner de l'œil, etc., etc. Ça date de 1999. Je me rappelle, je l'avais testé. Je l'avais testé à cette époque-là. C'était très très prometteur, et ça avait d'excellents résultats, parce que c'était une petite chaîne de télévision dans l'hôpital, dans le réseau interne de la télévision, et il y avait une interaction avec les enfants parce qu'il y avait moyen d'entendre les enfants réagir dans la chambre, et donc la personne qui parlait pouvait interagir avec les enfants. C'était magnifique comme... je ne sais pas si ça existe encore, si c'est encore utilisé, mais en tout cas c'était une très très bonne idée. Voilà, c'est ce genre de truc, on le lit souvent, mais c'est quand la technologie intervient de cette manière-là, c'est là que ça nous intéresse et ça nous excite le plus. La preuve, c'est qu'on a fait presque 10 minutes sur la lettre A sur un petit robot. On passe à la lettre E comme Europe, Sébastien. L'Europe qui pousse les États à accepter Uber. Il y a du lobbying de ce côté-là. Oui, c'est ça. Alors, c'est effectivement ici la Commission européenne qui a sorti une guidelines pour sortir un peu pour les États, pour leur dire qu'est-ce que vous devez faire avec des gars comme Uber et Airbnb. Alors pour le moment c'est un peu juste des guidelines, donc c'est un peu juste des conseils, on n'est pas encore dans du législatif, mais le premier avis de la Commission est un peu de dire aux États vous ne devriez pas interdire Uber ni Airbnb, mais si vous avez vraiment des problèmes psychologiques avec ça, vous avez qu'à les restreindre, par exemple si on prend le cas d'Airbnb, à un minimum ou un maximum de jours, et donc les légiférer dans ce sens-là, mais pas interdire leurs activités, parce que effectivement là, probablement que la Commission devra frapper du poing sur la table parce que c'est anticoncurrentiel et que c'est pas une économie de partage
partage, de marché. Donc il y a un problème vis-à-vis de ces sociétés si on les interdit d'exercer. Et donc il faut savoir que la Cour suprême européenne doit encore donner son avis sur le fait si Uber est une société de transport ou une société de services digitaux. Et donc si c'est une société de transport, effectivement, là c'est un problème entre guillemets comme on l'a aujourd'hui en France et en Belgique, et il doit probablement tomber dans la même législation. Si c'est une société de services digitaux, probablement que Uber pourra d'une certaine manière se dédouaner des problèmes qu'ils avaient dans les différents pays. Donc la Commission essaye de remettre un petit peu de l'ordre au niveau européen, parce qu'il y a pas mal de pays qui adoptent leurs lois pour restreindre ces activités, alors qu'au final... Je pense que Airbnb est interdit en Allemagne, par exemple. Il y a des problèmes effectivement en Allemagne, et il y a des restrictions qui sont en train de s'appliquer en Belgique aussi. À tort ou à raison, en Belgique, j'avais l'impression que la législation était plutôt correcte, parce qu'il fallait s'enregistrer, il fallait donc un petit peu montrer patte blanche pour pas juste louer n'importe quoi. Ce qui est assez logique. Hein. Enfin là, on a un ministre pour le coup là de Croo qui semble comprendre en tout cas l'intérêt de ce genre de technologie, que ce soit des trucs comme Uber et autres, et qui essaye de trouver un juste milieu pour que ça ne porte pas préjudice à l'économie actuelle. Enfin, ça sert à rien non plus de bousiller une économie qui fonctionne au profit de quelque chose qui serait peut-être évanescent. Et donc là, il y va prudemment, mais il y va. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, il y a à boire et à manger dans tout. Hein. C'est toujours la même chose. Voilà. Mais donc on devra suivre ça, évidemment, comme d'habitude. Mais l'Europe essaye de rouvrir le débat. Alors que d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, investissent. Donc on a appris hier que le Fonds public d'investissement de l'Arabie Saoudite a investi 3,5 milliards dans le service Uber. Parce qu'il n'y a pas que le pétrole. Donc on voit qu'il y a encore des gens qui croient au service Uber. Et si je ne me trompe pas, la valeur totale de Uber est donc évaluée maintenant à 62,5 milliards de dollars. Terrible. Ça pose des questions sur les valeurs de ces sociétés. Ils n'avaient pas mis des sous que dans Uber à l'époque, si je me rappelle bien. C'est là que Facebook avait été supplié pour avoir des sous. Pendant qu'ils étaient en train d'en mourir, mais il y a quelques années déjà. Et ils investissent massivement dans les nouvelles technologies, hein, parce que quand il n'y aura plus de pétrole, il faut faire du pognon ailleurs. Effectivement, et c'est une manne qui est bonne à prendre pour les startups actuelles, clairement. Donc il y a des choses à faire de ce côté-là aussi. Donc c'est pas mal quand il y a du lobbying. Quand ça concerne Roundup, par exemple, là ça me gêne plus. Quand il y a du lobbying dans ce sens-là, c'est un petit peu plus... Mais c'est du lobbying ici. Hein, oui, bien sûr. Pas se faire d'illusions. Évidemment. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à la lettre G, si vous voulez bien. G comme Google, sans éternuer. Xavier va nous parler des enquêteurs qui prennent toutes leurs précautions contre Google. C'est vrai que il faut y aller avec des pincettes parce que Google, c'est pas n'importe qui. En effet, donc les enquêteurs français qui ont mené une enquête fiscale à l'encontre de Google France ont dû prendre toutes leurs précautions parce que ils se méfient évidemment des technologies dont Google dispose, et donc les enquêteurs ont décidé d'appeler l'opération Tulip, donc de ne jamais citer Google aussi bien verbalement que dans leurs échanges, et en fait ils ont décidé de travailler complètement hors connexion, et donc sans internet, et ils n'ont utilisé qu'un traitement de texte en fait pour éviter tout problème. Et donc l'enquête que l'administration fiscale mène aboutirait sur une demande de 1,6 milliard d'euros à l'encontre de Google. Donc voilà, c'est quand même une belle enquête. Rappelons qu'il y a eu des perquisitions en France la semaine passée. C'est dans ce cadre-là sans doute. Et donc l'enquête a été secrète. Elle a débuté en juin de l'année passée et elle a été dévoilée cette semaine. Donc voilà, quand il s'agit des géants du web, on fait attention à comment on communique entre soi, ce qui est c'est plutôt logique. Hein, et il vaut mieux être prudent de ce côté-là. Ceci dit, enfin voilà. Mais quand on sait qu'ils peuvent écouter ce qu'on dit, techniquement sur les téléphones, Tulip est grillée maintenant. La tulipe est grillée. L'opération Bégonia. On va passer à l'opération Bégonia, qui concerne
tous les fleuristes vont avoir un pic dans le ranking. C'est ça. Dans le trend, Google ça va augmenter. Xavier, on reste avec toi pour parler toujours de Google, puisqu'on est toujours à la lettre G comme Google, qui veut mettre la honte à certains constructeurs. Mais de qui il s'agit? En effet, donc là, c'est plutôt une bonne chose pour les utilisateurs, c'est pas forcément une bonne chose pour les constructeurs. En fait, Google a remarqué qu'il y a plusieurs fabricants qui mettent beaucoup de temps à mettre à jour leurs appareils aux dernières versions d'Android. Moi, je me souviens d'avoir eu un téléphone qui était vraiment le porte-drapeau de Sony et qui a mis 2 ans avant d'avoir une mise à jour qui était déjà annoncée sur la boîte. Donc effectivement, ça peut être très frustrant. Et Google a remarqué que seuls 7,5% des smartphones actuellement bénéficient d'Android Marshmallow. Quand on compare ça aux 84% d'iPhone qui ont déjà la dernière version d'iOS, on se rend compte que c'est quand même un gros écart. Et comment est-ce qu'ils veulent mettre la honte? C'est simplement en publiant une liste des constructeurs qui tardent à mettre à jour leur smartphone. Donc, ils vont publier cette liste, ce qui pourrait évidemment faire réagir les constructeurs. Et c'est d'autant plus important qu'on sait que maintenant, il y a des failles de sécurité, en plus, comme la faille de Stagefright qui permet depuis 2015 de corrompre un smartphone Android juste en envoyant un MMS. On sait que c'est d'autant plus important maintenant de mettre à jour ces téléphones. De tout temps, ça a été un problème, cette fragmentation, on va dire, de ce que les fabricants mettent en place dans leurs appareils. On a vu toute une gamme d'appareils chinois qui sont très longtemps et qui restent encore aux premières versions ou presque, parce qu'elles sont plus légères, parce qu'ils les maîtrisent, etc., et qui n'évoluent pas du tout. Ou alors les fausses promesses. Moi, je me rappelle d'HTC, il y a quelques années, qui vous vendait des appareils en disant ne vous inquiétez pas, on va suivre au moins jusqu'à telle version, et puis finalement, ils n'y vont pas. Et là, ils y vont, mais avec 2 ans de retard. Voilà, ils n'y ont pas été du tout. Donc, et là, on se retrouve un petit peu floué, même si on a un appareil qui est fonctionnel, là n'est pas la question, mais on l'achète aussi en se projetant dans l'avenir, en se disant, tiens, cet appareil-là, il va me tenir au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, et avec des versions qui seront normalement up-to-date. Bon, voilà, c'est pas toujours le cas, et ça, c'est un peu embêtant. Oui, Seb? Oui, c'est pas le cas, mais le problème, c'est que ces constructeurs ne gagnent pas d'argent tant qu'ils ne revendent pas un autre téléphone. C'est ça. Ouais. Et donc, leur seul but, c'est que leur téléphone, une fois que qu'il a été vendu, soit obsolète. Parce que l'année suivante, ils doivent en vendre un nouveau. Tant que Google n'aura pas d'une certaine manière réconcilié les vendeurs avec l'OS pour qu'eux aussi gagnent peut-être un pourcentage sur les applications que les utilisateurs achètent, peut-être que là, ils seront plus motivés pour pouvoir passer à mettre à jour et pouvoir installer plus d'applications. Mais là, aujourd'hui, ils sont dans le matériel pur et Google se prend la part du lion sur le soft, ce que n'a pas comme problème Apple. Bien sûr. Ce que je comprends complètement, Sébastien. Là n'est peut-être pas la question, mais la question, c'est de l'argument de vente. Oui, bien sûr, mais c'est une question économique. Et donc, se servir d'argument de vente, on va suivre les prochaines versions d'Android et ne pas le faire, c'est du mensonge. Enfin, donc, on fout son pire. Donc, pour moi, c'est un mauvais calcul parce que certes, ils doivent vendre du matériel, du hardware, mais s'ils perdent des clients parce qu'ils se sentent floués, Et les autres font pareil. Donc, tu vois, tu vas critiquer Samsung, parce que je peux le faire ouvertement. Ils ont mis à jour le flagship de 2015 uniquement quand celui de 2016 était sorti depuis un jour. Mais Sony a fait la même chose, mais HTC a fait la même chose, et ils font. Et donc tu vas râler Samsung, tu vas acheter Sony, et dans 2 ans tu vas dire bah merde, Sony il me floue aussi, et puis tu vas passer chez HTC, et puis tu vas faire tout le tour, quoi. Il reste tout de même aussi, c'est vrai, l'argument de laissez-nous le temps de reconcevoir la surcouche, parce que finalement c'est ça aussi, il y a certainement du développement également, mais bon, est-ce que cet argument-là tient encore la route? Ça reste une question qui reste ouverte. Disons qu'il y a moyen de mettre des petits correctifs, ne serait-ce que de sécurité. On ne leur demande pas toujours de mettre la dernière version de l'OS, mais il peut y avoir des mises à jour de sécurité. Tu nous as donné un tableau récapitulatif, Xavier. C'est quand même assez marrant de constater que la majorité des usagers sont encore en version 4.4 KitKat. Plus de 30% des utilisateurs, enfin des appareils sont encore dans cette version-là. C'est particulier quand même.
Oui, ça montre bien que... Mais il y a des gens qui sont très contents de leur smartphone actuel, qui ressentent pas le besoin de changer. Oui. Maintenant, il y a un problème de sécurité qui se pose. Ceci dit, on peut contourner ça pour les plus bidouilleurs d'entre eux. Ils vont pouvoir installer des ROM alternatives. Oui, c'est ça. Donc, il y a des forums comme XDA développeurs qui proposent des ROM alternatives qui sont en fait qui remplacent vraiment le logiciel qu'il y a dans le téléphone et qui fonctionnent souvent très très bien et parfois même mieux que les ROM qui sont préinstallés. Bon, c'est pour ça qu'il faut être bidouilleur aussi. Hein, donc, oui, c'est pas à la portée de tout le monde, clairement, mais ça permet d'avoir un téléphone à jour si vous êtes encore content du matériel. Oui. Seb, on reste à la lettre G avec toi pour toujours parler de Google qui prépare son désinstallateur. C'est ça, c'est nouveau ça. Des installateurs, ça me semble un peu... C'est comme un programmateur. Un programmateur ne sort pas une seule ligne de code. J'ai tendance à rajouter des lettres dans les mots. Oui, des installeurs, j'ai vu ça ce matin, j'ai rigolé. Et c'est un peu couillon, mais j'ai l'impression de revivre comme on avait sous Windows à l'époque, des apps qui te permettaient de récupérer de la place sur ton disque. Oui. Ce qu'on voit plus trop d'ailleurs aujourd'hui parce qu'on s'en fout, on a tous des disques d'un Tera ou plus, donc ça se voit un peu moins. C'est un peu moins tendance. Mais sur les téléphones, quand on te file un téléphone de 16 Go mais que tu as déjà 10 Go qui est bouffé, effectivement, à un certain moment, tu sais plus faire la moindre photo, tu tires la gueule. Ou tu sais plus installer la moindre app, tu tires la gueule. Et donc Google essaye de nous sortir une solution. La solution, c'est une app supplémentaire à installer. Donc si vous savez plus en installer, c'est déjà 200 mégas. Et une fois que vous avez réussi à l'installer, eh bien, elle va scanner pour vous des applications que vous n'utilisez plus. Parce que c'est vrai que vous avez 2-3 trucs sur Android qui vous permettent de vous dire, voilà, c'est là où tu peux gagner de la place. Et en gros, on te sort les applications qui prennent le plus de place, mais c'est pas forcément celles que tu utilises le moins. Oui. Donc ici, il va te dire, celle-là, tu l'utilises plus, tu peux la saquer. Ça fait 6 mois que tu l'as pas lancé, ce jeu, il sert plus à rien. Donc c'est un peu, c'est juste une manière de réorganiser tes applications et de traquer le temps d'utilisation. Et qui va désinstaller proprement, j'imagine aussi, parce que moi je me rappelle d'un moment où la désinstallation d'une app sous Android, ça pouvait poser des problèmes dans le sens où on gardait en cache, enfin tout ce qui était cache, etc., restait dans la mémoire du téléphone. Et le pire, c'est qu'une fois qu'on avait désinstallé, on ne savait plus aller récupérer ces données pour aller les supprimer. Il y avait comme ça des smartphones qui finissaient par étouffer. Oui, c'est ça, il faut reformater. Mais qui finissaient par s'étouffer, un peu comme Xavier actuel, parce qu'il restait, on avait installé plein d'applications et puis on avait désinstallé la moitié, mais il restait des traces. Et donc s'il n'y a pas beaucoup de mémoire, des fichiers temporaires ou des fichiers de cache et des choses comme ça. Ça, ils vont pas aller les supprimer malheureusement, tu sais. Tant que tu dois de temps en temps, quand tu as fait une mise à jour ou que tu en as plein le cul, aller après 1 an, si je peux me permettre, tu reprends ton téléphone et tu fais un wipe de tout. Oui, c'est ça. Et voilà, t'es reparti avec un truc blanco et t'es bon. Oui. Ici, l'application va pas aller dans tes documents, que ce soit musique, photo, machin, pour aller les supprimer. Ça reste non, ça on est bien d'accord. Mais là, on parle de fichiers de cache, de log et des trucs comme ça qui restaient... Pareil, ça ne fait pas partie de l'APK, donc de l'application de base, donc à mon avis, il n'y a aucune chance qu'il aille les supprimer. D'accord, bon. Chouette alors. Donc il faudra encore chipoter, quoi. Juste le wipe, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est de réinstaller complètement son téléphone, nettoyer. Oui, tu effaces. Oui, c'est ça. C'est son côté RTLien. On passe à la lettre M, comme... Microsoft, Xavier, Microsoft, qui a une drôle de manière d'imposer Windows 10. C'est vrai que là, maintenant, il pousse à la chatte. C'est la dernière ligne droite pour l'installation, je pense. Effectivement, donc on sait que la mise à jour est gratuite encore pendant quelques semaines. Si vous arrivez à la faire, parce que j'ai quelques soucis avec une machine. Effectivement, donc... mais Windows essaye de pousser au maximum l'installation de sa mise à jour, et il y a des utilisateurs qui ont eu la mauvaise surprise de voir une notification, un petit écran qui dit ça y est, vous êtes prêt à installer, et qui ne voulaient pas faire l'installation de la mise à jour et qui ont tout simplement cliqué sur la petite croix pour fermer la fenêtre. Le problème, c'est que Microsoft a fait en sorte que si vous fermez la fenêtre, en fait, vous approuvez la mise à jour. La mise à jour s'installait tout seul. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait suite aux plaintes qu'il y a eu ? Ils ont en fait simplement rajouté un petit message que vous pouvez voir qui est marqué, qui indique « Cliquez ici si vous voulez replanifier ou annuler la mise à jour. » Et donc,
le seul moyen de ne pas faire cette mise à jour, c'est en fait de cliquer sur le petit cliquer ici pour annuler la mise à jour. Si vous fermez la fenêtre, automatiquement la mise à jour se lance. Bon à savoir, mais enfin ceci dit, c'est peut-être temps de la faire la mise à jour. Voilà, mais vous avez jusqu'au 29 juillet, après ça ce sera payant. Oui. Alors je lève mes 2 doigts parce que j'ai eu ce message ce week-end. Oui. Parce que à l'époque j'avais cliqué sur je vais le réserver, on ne sait jamais qu'un jour j'en ai envie. Il est hors de question que je le fasse parce que finalement c'est une machine pro, elle tourne très bien avec ce qu'il y a dessus, je m'en fous d'avoir Windows 10 pour le moment. Ce sera pour la prochaine machine. Donc pour tout ce qui tourne dessus, je veux pas courir le risque sur celle-ci. Et donc j'ai eu ce message, demain, après-demain, on va installer Windows 10. Non, j'ai pas envie. Là, tu m'emmerdes pas. Là, après-demain, j'ai pas envie. Et donc effectivement, je vais cliquer sur le petit bouton cliquer pour le changer. Et donc tu te retrouves face à un écran. J'ai pas pris le screenshot, ça aurait été intéressant, qui te propose juste toutes les dates possibles à laquelle tu veux. Et tu dis, non, alors tu veux pas lundi, on le fait mardi ou mercredi si tu veux. Mais mercredi, c'est trop tard. Mercredi, c'est le dernier jour. Et puis là, on te le fait d'office, c'est ta dernière possibilité. Donc tu peux pas planifier très loin. Tu dis, non, et comment je fais pour annuler ? Et alors tu dois aller fouiller parce qu'il y a une dizaine d'écrans dans lesquels tu peux aller retourner. Et à un certain moment, tu retournes sur le tout premier écran sur lequel tu as cliqué il y a un an, qui te disait réserver ma mise à jour. Oui. Et là, tu dois recliquer dessus pour dire je veux déréserver ma mise à jour. et ça veut seulement ça annule l'installation de Windows 10. D'accord. Donc là, tu te dis putain les gars, il faut quand même vraiment chercher pour réussir à refuser la mise à jour. Ça me fait penser à un vieux virus qui affichait des pop-ups sur ton écran et dès que tu approchais la croix pour fermer la fenêtre, la fenêtre se barrait à un autre endroit. Ouais. C'est un peu le genre, effectivement. Ceci dit, sur certaines machines, moi j'en ai une pas ici, mais dont je dois m'occuper prochainement, j'arrive pas à faire la mise à jour Windows 10. C'est une machine HP et manifestement HP a désinstallé des trucs. C'est une espèce de surcouche, comme toujours chez ce type de fabricant. Et donc le sablier tourne depuis 15 jours. Donc il va falloir forcer tout ça. Donc il y a heureusement sur Internet de très bons tutos pour vous expliquer comment installer une version, forcer l'installation d'un Windows 10. Quoi qu'ils ont simplifié, il y a maintenant un exécutable qu'on peut télécharger et qui fonctionne, semble-t-il, plutôt pas mal. À tester, évidemment. Revenez vers nous si vous avez, vous aussi, une expérience de ce côté-là avec Windows 10. Si vous avez fait la mise à jour, si vous considérez que cette mise à jour est intéressante ou pas, partagez ça avec nous en commentaire. On s'en fera l'écho. On peut faire une espèce de petit sondage, pourquoi pas, pour savoir si oui ou non pour Windows 10. Je vais te repasser la parole, Sébastien, puisqu'on parle de Microsoft. On apprend cette semaine que Microsoft a signé avec Xiaomi un accord qui porte sur quoi donc ? Alors c'est amusant parce que Xiaomi, on peut pas dire que ce soit non plus le leader en téléphonie mobile, mais Microsoft a quand même été chez eux aussi pour frapper à la porte et dire dites les gars, Android, tout ça, il y a des brevets, c'est à nous. Et bon, normalement en général les Chinois ils font un bras d'honneur, ils rigolent et ils vont bouffer leurs nouilles. Désolé. Mais ici, les gars, ils ont quand même ouvert la porte, ils ont papoté avec Microsoft, ils se sont dit ouais, allez, on va faire un échange de brevets. Donc ils ont signé un accord entre les deux boîtes pour échanger leurs brevets. Bon, je suis pas sûr que Xiaomi en ait eu des millions, mais j'ai pas vérifié. Et surtout, ce que Xiaomi a accepté, c'est de préinstaller, comme le fait Samsung, tous les softs de Microsoft sur les futures versions de leur téléphone à partir de septembre 2016. Ouais. Donc, à mon avis, parce que les autres constructeurs donnent des brousoufs à Microsoft à chaque fois qu'ils vendent un téléphone, je pense qu'ici Microsoft y a été un peu plus intelligent avec nos amis asiatiques pour pas se prendre une claque dans la gueule en disant ok, vous allez pas payer, mais en échange t'installes tous mes softs sur ton truc de base. Ouais. Je sens un petit peu le coup fourré comme ça, mais c'est extrêmement intelligent de la part de Microsoft. C'est un truc qu'ils avaient déjà fait avec du hardware du PC il y a quelques années, on s'en rappelle. En même temps, c'est un éditeur de software, Microsoft, donc ils se placent là où ils doivent être. Mais s'ils continuent, d'ici quelques années, ils vont se reprendre un abus de position dominante en Europe. Là, ils sont bien partis pour. Et devront désinstaller. Ça montre vraiment que le Windows Phone a peu d'avenir, à mon sens. Non, je pense qu'ils ont besoin, ils doivent être partout, et ça m'étonnerait pas qu'ils aient tenté de faire la même chose avec Apple. C'est du software, donc ils ne peuvent pas uniquement prêcher pour leur chapelle, parce que sinon, effectivement, ils seront nulle part, surtout avec Windows Phone. Donc voilà.
c'est Xiaomi, donc c'est entériné leur truc. Alors c'est entériné. L'énorme avantage qu'on pourrait quand même avoir en tant que consommateur, c'est que pour le moment les Xiaomi ils n'étaient pas vendus officiellement ou vraiment juste un petit peu sous le manteau en Europe et aux États-Unis, probablement à cause des problèmes de brevets. Ouais. Et il n'est pas impossible aussi que grâce à ça, maintenant on puisse avoir les Xiaomi vendus dans nos magasins directement. Ouais. Donc c'est probablement bon pour Xiaomi, mais c'était assez amusant à lire. Ok, on peut aussi rajouter à la lettre M comme Microsoft, Xavier, que Microsoft s'allie également à Facebook pour, cette fois, faire tout à fait autre chose. Oui. C'est-à-dire... Ils veulent tirer un câble... une rallonge. Un câble transatlantique, en gros. Ils veulent tirer un câble entre les États-Unis et l'Europe, précisément entre la Virginia Beach et Bilbao. Ouais. Donc, soit un câble de 6600 km de long. Si vous partez en vacances à Bilbao. Le but est évidemment de répondre à la demande croissante des utilisateurs en termes de connexion haut débit, puisqu'on sait que aujourd'hui les limites commencent à être atteintes pour répondre aux besoins croissants en termes de vidéo et voix, etc. Ah, oui. Et donc la ligne qui va être tirée va être... les travaux vont débuter cet été. Ils vont se terminer normalement fin 2017. Et le câble sera évidemment principalement en fibre optique. Mmh. Et il sera géré par la société Telxus, qui est une filiale du groupe espagnol Telefónica. D'accord. Ok, voilà, une fibre de plus transatlantique, c'est vrai qu'on a besoin de bande passante. La vidéo va occuper dans un proche avenir 80% de la bande passante utilisée dans le monde, paraît-il. Donc c'est quand même imposant, quoi. Et j'avais vu que la consommation moyenne du data d'ici quelques années, même pour les mobiles, serait aux alentours de 21 gigas, alors qu'actuellement on voit des forfaits de 3-4 gigas, donc c'est vraiment, ça va exploser. Ça va exploser. On passe à la lettre, je sais pas ce qui me prend. À la lettre S comme Samsung, Sébastien, on parle de Smart TV qui pourrait devenir une source de revenus. On se demande bien comment. Ah, ben là, alors si tu as déjà allumé ta télé, Smart TV, si elle est sur Android, comme la plupart, tu as déjà vu que tu as plein de petites applications qui sont installées par ton cher fournisseur manufacturier donc, de ta télé. Mm-hmm. Eh bien, Samsung, en 2015, a décidé que vendre des télévisions, c'était une chose, mais qu'une fois qu'il a vendu ses télévisions, il fait plus de brousouf. Et donc, c'est un problème. Et donc, quand tu as toutes ces petites applications, quand tu allumes ta télévision Samsung aux États-Unis depuis 2015, tu te prends en plus de ces petites applications de la publicité. Voilà. Et donc, voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça va débarquer aussi en Belgique. Il n'y a pas de raison. Hein, alors, c'est pas de la publicité bête et méchante. Ici, ils essayent de promouvoir des trucs un petit peu, je veux dire, haut de gamme. Mais en gros, ils vont signer des trucs avec Disney ou Pixar ils faisaient de la promo pour le voyage d'Arlo, pour des trucs comme ça, donc pour des dessins animés. Oui, c'est ça, oui. Et voilà, du contenu, mais c'est pour quand même se faire un petit peu d'argent pour quand tu allumes ta télévision. Et un adblock pour la télévision n'existant pas, tu pourras difficilement passer à travers les mailles du filet. Sauf à utiliser autre chose comme Smart TV que ta Smart TV elle-même, c'est-à-dire un truc comme une Shield, par exemple. Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, je trouve qu'on a vraiment intérêt presque à déporter l'intelligence, ne pas avoir une Smart TV, mais moi, avoir un boîtier externe qui évoluera comme on entend. Moi, j'ai une Smart TV de la marque Samsung achetée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et de Smart, elle n'en a plus que le nom, parce qu'ils ont tellement réduit la voilure sur les contenus, sur les applications, etc., qu'on passe même plus par la fenêtre Smart TV, la télévision s'allume directement, et le menu est réduit à très très peu de choses, par quelques jeux et quelques contenus à regarder en ligne, mais pour le reste, il ne se passe plus grand-chose. Et tous les mois, j'ai une notification qui m'indique qu'à partir de telle date, vous n'aurez plus accès à l'application sans doute avec Skype des API et tout ça. Voilà, et donc c'est assez particulier. Donc tu achètes un truc qui finalement, à un moment donné, se restreint dans le temps. Donc si c'est pas de l'obsolescence ça sert plus qu'à regarder la télé. C'est très bizarre. C'est très étrange. Alors que tu l'avais acheté pour les quoi sur Facebook? Moi, je l'avais acheté pour regarder notre podcast. Puisqu'il est possible de le regarder en HD sur YouTube, et donc ça fonctionne même dans un sujet sur la pub, tu arrives à faire de la pub. J'arrive à le faire, oui. C'est récursif. C'est ça.
Je tourne en boucle. On reste à la lettre S et on reste chez Samsung, Sébastien, mais pour parler de SSD de 512 Go. Qu'ont-ils de particulier ces SSD ? On s'en fout, on passe au sujet suivant. D'accord. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont. Si je te mets un sujet, c'est qu'ils ont quelque chose. J'imagine, c'est pour ça que je te pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est qu'ils sont magnifiques. Magnifiques. Voilà. Et donc, c'est des 512 Go. T'en as un de 512 Go, toi ? Non. Si, oui, moi j'ai un 512 Go. J'ai un 512 Go, mais qui est du format, à mon avis, 2,5 pouces. 2,5 pouces. Eh bien voilà. Et ici, maintenant, c'est un super SSD donc de 512 Go qui est fait sur la technologie 3D. Donc, tu sais, ici, la 3D VNAND, où ils ont 48 couches. Avant, c'était une couche de cellules, c'est ça, et de trucs pour ta mémoire. Et maintenant, ils les ont mis les unes au-dessus des autres. Comme ça, ils peuvent mettre beaucoup plus sur beaucoup moins d'espace. Et donc, sur une toute petite puce qui fait ici 16 mm sur 20 mm, donc c'est plus petit qu'un timbre-poste. Après la taille d'une SD, ça. C'est un petit peu plus grand qu'une carte SD, non ? Je crois que c'est un petit peu moins grand, je pense. C'est moins grand qu'une SD, je crois. C'est moins grand qu'une SD, c'est 1,5 mm d'épaisseur, donc c'est pas plus épais que ça. Et ça pèse 1 gramme. Et sur ce 1 gramme, ils te font 512 gigas. C'est incroyable. Donc voilà, alors c'est pas prévu pour mettre dans ton PC parce que voilà, ça c'est pas leur marché aujourd'hui. Ils vont mettre ça sur. Non, c'est pas fait pour ça, c'est prévu pour le mettre. Enfin, tu pourras pas l'acheter pour mettre sur ton vieux PC. Ce sera directement intégré sur des motherboards et des cartes mères d'Apple, inévitablement, par exemple, sur un MacBook. Ou non, mais en tout cas, ça va plus passer non plus par le port SATA, ce sera sur le port PCI Express. Oui. Parce que le port SATA ici va pas aller assez vite, parce que la bestiole, en plus d'être ridiculement petite et extrêmement intéressante au niveau de la taille, en puissance, enfin non, je veux dire en rapidité, le truc est une bombe. D'accord. C'est 1500 mégas en lecture, oui c'est ça, 1500 mégas en lecture et 900 en écriture, donc t'es prêt à 1,5 Tera et 1 Tera quasi en lecture-écriture. Tu peux stocker de la Wika, quoi. Tu peux, ouais. Alors après, il faisait des calculs, c'était amusant. Il disait, tu peux lire une vidéo de haute définition de 5 gigas en 5 secondes. En 3 secondes, ok. Voilà. Donc ça devient énorme, ce qui promet encore de nouvelles évolutions très intéressantes. Ça coûte combien ? C'est pas encore tarifé, mais c'est inversement proportionnel à la taille, je pense. Oui, je pense que ce serait effectivement pour d'abord des portables haut de gamme. Donc, mais ceci dit, quand on voit à quelle vitesse les prix diminuent. Oui, c'est ça. Le SSD, comme par exemple, on nous les jette à la figure quasiment. C'est pour bientôt. Hein. Oui, c'est ça. Il faudra pas attendre 3 ans, quoi. Puis, vu le truc, moi je veux bien un truc de 10 grammes. Hein. Oui, c'est ça. Il file quelques terras. Si vous avez du mal à le faire maigrir, même un petit peu plus grand, ça me dérange pas encore. Non, mais j'en fais 10, quoi. Oui, tu vois, tu te fais une petite pile de 10. Oui, c'est ça, en fait. Et donc, du coup, les détracteurs d'Apple, par exemple, ne pourront plus dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire de disque soudé ? Bah oui, ça fait partie. Ce sera dans le disque sera dans le motherboard. Donc, du coup, c'est ça aussi l'évolution technologique, ma bonne dame. On en a fini avec. Ma bonne dame, tout ça parce qu'on a une auditrice. Mais oui, mais je la soigne. Oui, mais elle est blonde. Ça, on attend la photo. Hein. Oui, on attend encore la photo. Oui. On passe à la lettre T. T comme Thor. Voilà. Comme de la chanson de Mylène Farmer. C'est pour tous ceux qui veulent aller voir des sites des sites de sécurité. Oui, par exemple. Donc T comme Tor, Xavier, Tor qui passe en version 6.0. Voilà, donc Tor, c'est ce browser qui vous garantit un anonymat autant que possible sur Internet. Darknet, quoi. Sur le Darknet, effectivement, et qui va en fait vraiment rendre vos communications cryptées de bout en bout. Et le système l'explorateur passe à la version 6.0. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Principalement, le Tor browser était basé avant sur un Firefox 38 ESR. Il passe maintenant à la 45 ESR, donc c'est une grosse mise à jour par rapport à la technologie de l'explorateur.
Pour les utilisateurs de macOS, le système va maintenant être signé, donc ça va faciliter l'installation du logiciel sur les Mac. Et puis, avant, quand un utilisateur faisait une recherche sur le Tor browser, ça le routait vers Disconnect, qui était un métamoteur de recherche, mais celui-ci n'accède plus depuis un petit moment aux résultats de Google. Et donc, il redirigeait par défaut vers les résultats de Bing. Et selon les concepteurs de Tor, c'est totalement inacceptable d'un point de vue qualité des résultats. Et donc les développeurs ont fait en sorte maintenant que Disconnect s'appuie sur les résultats de DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche qui se veut anonyme également. Donc une bonne nouvelle, et ils annoncent des résultats évidemment bien meilleurs que ceux de Bing. Alors évidemment, ça peut, même si on sait qu'on a un auditoire de technophiles, ça peut vous échapper complètement tout ça. Hein. Très, très honnêtement, c'est très très pointu, pointu. Tout le monde n'y va pas tous les jours, tout le monde ne sert pas de ces outils-là tous les jours. Non, mais je crois que c'est un tort. En fait, c'est un jeu de mots, mais le browser Tor en fait a une utilité. Aujourd'hui, quand vous naviguez sur Internet, le moindre clic que vous faites, le moindre site que vous visitez, tout ça est enregistré. Ouais. Et même si vous êtes en mode anonyme sur une page web, en fait, la façon dont vous cliquez, la provenance des sites que vous avez visités avant permet d'identifier en fait qui vous êtes sur la toile. Et ces explorateurs permettent de pallier à ça. Donc même si on n'a rien à se reprocher, tout simplement si on ne veut pas que Google puisse identifier tout son profil de client ou autre, c'est un bon moyen d'utiliser ça. Le défaut de Tor aujourd'hui, c'est que c'est un réseau qui est encore très lent. Donc même si vous avez une bonne connexion Internet, la connexion aux pages web qui permet, avec Tor, on peut visiter n'importe quel site. Hein. Donc on va pouvoir visiter des sites tout à fait classiques. Mais anonymement. Anonymement. Le désavantage, c'est que c'est très lent. Et pourquoi c'est très lent ? Parce qu'en fait, c'est une technologie qui s'appuie sur les utilisateurs, le peer-to-peer. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un maximum de monde qui utilise ça, pour que le réseau soit performant. Oui. Parce que chacun devient un petit peu le proxy de l'autre, c'est ça ? Voilà, on ne dépend plus de serveurs à des endroits bien précis. Et donc, tous les sites sont répliqués. La connexion passe par plusieurs utilisateurs, et au plus le réseau sera utilisé, au plus la connexion sera... qu'on va regarder des vidéos en HD, par exemple. Hein, ça dépend quel type de vidéo tu regardes. Il y a des vidéos qui sont plus utilisées que d'autres. Il y a des vidéos qui sont consultées sur Tor. Hein. Voilà. Mais bon. Mais là, vous avez peut-être tort. Bon, allez, T encore, mais comme Tesla. C'est l'instant Tesla, on va dire ça comme ça, parce que je ne sais pas ce qu'on a tout d'un coup avec Tesla. Hein. Ça cache quelque chose. Sébastien, on reparle de Tesla et du modèle 3, qui serait peut-être pas aussi sympa que ça, finalement. Oui, et avant tout, je voudrais nous excuser auprès de nos auditeurs et de notre auditrice. C'est qu'effectivement, dans l'alphabet, le E va bien après le O. Oui. Donc c'est normal que Tesla soit prêtant. Bref, donc Tesla, modèle 3 annoncé pour dans 2 ans, $35 000. On a déjà tout dit sur la bestiole, magnifique, machin, tout le bazar, très belle bagnole, très sympathique. Sauf qu'il y a eu plein de gens qui sont se rués pour acheter cette bagnole parce que c'est génial tout ce qu'ils ont fait sur les modèles actuels, avec ces superchargeurs, tu débarques, tu bois ton café, tu repars, ta bagnole est pleine. Et ben en fait, dans la dernier conseil, j'ai pas le conseil d'administration, mais c'est pas le conseil d'administration, c'est l'AG avec tous les actionnaires. Eh bien, Elon Musk a annoncé que le modèle 3 ne pourrait pas bénéficier gratuitement du superchargeur. D'accord. Donc, si vous voulez recharger votre bagnole, vous avez une bagnole pas chère, faut passer à la caisse pour réussir à recharger ta bagnole. C'est comme ça, et si tu veux effectivement profiter du superchargeur comme tout le monde, t'as qu'à payer un package à l'achat, une petite option supplémentaire. Ce sera pour l'électricité que tu consommeras par la suite. D'accord. Donc ça, c'est déjà un peu moins cool parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont précommandé cette bagnole, donc tant pis pour eux. Mais Elon Musk n'en perd pas de sa verve, hein, et même si
je l'admire parce que ce mec fait quand même des prouesses d'un point de vue technologique, il nous promet qu'en fait les gens se trompent, les gens ne doivent pas aller à un superchargeur, on ne doit pas se casser la tête à en créer, et s'ils en font, c'est une hérésie parce que pourquoi est-ce que les gens prennent leur bagnole pour aller la mettre quelque part pour la recharger? Ils doivent faire ça chez eux. Il dit c'est un truc d'un autre âge parce qu'ils ont l'habitude d'aller à une pompe à essence pour recharger leur bagnole avec de l'essence, mais ça ne doit plus être comme ça. Ouais. Donc ça c'est vrai, mais est-ce que les gens sont prêts aujourd'hui à changer complètement leur manière de voir une voiture? C'est pas aussi facile. Les habitudes des gens sont tenaces. Donc, mais c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que si on veut faire de longues distances, par exemple, on va devoir quand même avoir des bornes relais pour un petit peu comme le cocher à l'époque du facteur qui devait s'arrêter dans des abris pour changer de cheval ou donner du foin à son cheval. Enfin non, mais je veux dire c'est ça aussi. Mais ceci dit, on n'est pas nécessairement obligé d'aller dans une station-service pour ça. On pourrait très bien uberiser la livraison d'électricité, par exemple. Il y a Ikea, par exemple, qui fournit des chargeurs maintenant, donc tous les Ikea, tous ceux qui ont une Tesla peuvent recharger. C'est vrai ? Mais pas gratuitement, je pense, mais on va pouvoir recharger chez Tesla. Ouais. Chez Ikea, pardon. Et par contre, là où ça fausse un petit peu la donne, c'est que très souvent, sur le site de Tesla, le prix des véhicules annoncés tient compte déjà des réductions estimées, des économies estimées, dont celles réalisées par le fait que vous allez recharger de temps en temps dans un superchargeur et donc ne pas payer. Et donc, dans le calcul de la voiture, il faut bien tenir compte de ça et regarder le prix d'achat et pas le prix qui tient compte des économies faites. Donc c'est un peu à eux à gérer le rachat d'électricité, d'énergie de manière intelligente, parce que souvent aussi, je fais une petite parenthèse, on parle de voitures électriques, donc soi-disant zéro émission, c'est pas le cas. Ça dépend comment a été fabriquée l'électricité qui la nourrit. Si elle est c'est le gros débat. Il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que ces voitures sont vraiment propres? Non, effectivement, elles n'émettent pas, mais... Sauf si tu l'alimentes avec une éolienne. Le traitement des batteries, tout ça peut polluer. Donc. En plus, il y a de ça aussi. Seb, tu voulais rajouter un truc Oui, mais malheureusement, j'arrive pas à retrouver le nom de cette personne, mais il y avait un Belge qui avait acheté une BMW électrique, donc je pense que c'était la iX3 ou i3, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, désolé pour ça. Donc c'est une petite bagnole qui fait pas énormément de kilomètres et qui était parti jusqu'en Irlande avec ça. Et donc c'était pour illustrer ton problème de recharge. Et donc quand il s'est retrouvé en Irlande, il tenait un blog tous les jours avec toutes ses aventures avec sa voiture électrique, parce qu'on est quand même encore des pionniers aujourd'hui quand on roule avec de l'électrique. Ouais. Et donc il s'est retrouvé dans la campagne, il disait dans un petit hôtel où la seule prise électrique qui était utilisable, elle était dans sa chambre, et dans sa chambre elle était à l'étage, et il avait suffisamment de câbles que pour aller jusqu'à un morceau du jardin, mais le morceau donc il a lancé le câble pour charger sa voiture, il n'avait pas le choix sinon il ne partait plus de l'hôtel. Et il se fait que l'endroit où il chargeait sa voiture, c'était juste sur la terrasse en face du restaurant où tout le monde était en train de manger. Donc il dit, il y avait des plis vieux qui étaient en train de regarder ma voiture en train de charger, comme si c'était un peu le monstre qui sortait du Loch Ness, quoi. Et donc voilà, on n'est pas encore prêt partout pour ce genre de truc, quoi. Ça, c'est une affaire, comme on a l'habitude de dire, à suivre, et de près, et de très près. Et de très très près, parce que ça va aller très très vite, soyons clairs. Ah, ça va très vite. Ça va très vite. Tout va très très... Allez, on attaque la lettre W, et ça va être temps que ça se termine. L'instant de Sébastien, avec... moi, j'ai une illustration, je ne sais même pas si je vais oser la montrer, parce qu'on va vous parler d'impression 3D. Je constate que quelqu'un nous a piqué notre idée, celle qu'on avait eue il y a un peu plus d'1 an, si je ne m'abuse. L'impression 3D, c'est quoi? C'est une impression 3D, c'est de la balle. C'est de la balle. Mais ici, c'est pas tout à fait de la balle, c'est plutôt le contraire. Et donc, je me suis poilé quand j'ai vu ça. Je me dis, non, il y a moyen de trouver une illustration qui ne devrait pas nous faire censurer. C'est quand c'est vu de profil. Et donc, quand on voit de profil, c'est un grand tube avec, on voit juste ça ressemble à une grosse bougie. Ouais. C'est une grosse bougie. Voilà, c'est ça qu'un mec tient dans sa main. Je le tente. Attention. Tu le tentes.
Hop. Voilà, 3 secondes. Voilà, ça voilà. Donc c'est une grosse bougie. C'est une grosse bougie, c'est un cierge. C'est un cierge, effectivement, qui est à l'image de votre femme, hein, parce que vous allez partir en vacances et vous n'avez pas votre femme avec vous, parce que vous êtes en voyage d'affaires plutôt, parce que les vacances, il faut espérer qu'elle soit avec vous. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, madame sera avec vous parce que vous aurez pu modéliser son intérieur. Non, alors c'est pas l'intérieur, c'est juste la surface ici, parce que l'intérieur, après tout, ils se disent que c'est tout le monde pareil. Ouais. C'est l'adage, un trou. Hein. Et donc, c'est juste modéliser l'extérieur, et de là, après, eux, ils t'en font une impression et ils te l'envoient à la maison. Donc, tu as une copie de madame pour pouvoir partir avec. C'est génial, non ? Le pas de porte de madame. Le pas de porte. C'est particulier. C'est assez... voilà. Alors, je veux dire que c'est la première fois que je voyais ça, je sais plus par où j'y suis tombé dessus, je suis tombé dessus. D'accord. Et je me suis dit que ça intéressait certainement beaucoup de gens, parce qu'on va bientôt partir en vacances, où il y a des voyages d'affaires. Et donc, que faire ? Oui, effectivement. Ah non, on prend nos femmes avec quand on est en vacances. Je suis désolé. Bon, alors c'était le moment quand même. je suis totalement désolé. Je dis ça, je suis désolé pour nos auditeurs, ceux qui ne regardent pas la vidéo, et qui, à mon avis, vont avoir beaucoup de mal à comprendre de quoi il s'agit. Je suis obligé de vous renvoyer vers la vidéo pour les 3 secondes d'image que nous vous avons proposées. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quoique, sur le blog, lestechno.be, comme on a l'habitude de mettre toutes nos sources, il y aura également celle-là. Oui. Et donc, vous pourrez... On mettra la source, parce que la source, je sais pas si... Oui, non, c'est vrai que le lien n'a pas l'air méchant. Voilà, donc le lien, il n'y a aucun souci. Ce sera sur lestechno.be, et uniquement sur lestechno.be, où vous irez trouver à la lettre W de ce 83e épisode, le lien qui va bien pour vous expliquer en long, en large et en profondeur de quoi il s'agit. J'attends avec impatience que Seb nous fasse un hors-série sur le sujet. Oui. Écoute, pas sûr, moi. Je suis pas convaincu. Je pense qu'on passera pas sur YouTube. Ouais, je pense qu'on tient encore un petit peu à ce podcast et qu'on voudrait continuer à pouvoir le diffuser très largement. Il n'y a aucune plateforme pour ça, donc on ne peut pas diffuser ce podcast là-dessus. Toi qui connais bien Thor, peut-être que tu vas nous trouver un moyen de diffusion parallèle. Ce serait le dark techno, quelque part. Bon, allez, ça suffit comme ça. C'est pas dark, c'est assez clair quand même. Hein, quand tu vois, c'est plutôt rose. Hein, oui, c'est vrai. Allez, c'était le 83e épisode. Bien entendu, on se retrouve très prochainement pour du hors-série encore. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. Mais ça va venir prochainement. Et puis, bien entendu, le 84e épisode d'une saison qui se termine petit à petit. Et on aura encore l'occasion de vous parler de ce qu'on fera durant l'été, parce qu'il se passera encore des choses durant l'été. Le dernier mot, je le donne à Sébastien. On avait l'idée pour le hors-série. On vient de l'avoir. Effectivement, voilà. Mais on le fera pas. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir à tous.